Bonsoir à tous, merci pour votre participation. Nous avons ce soir pour sujet modélisation économique des producteurs de Bitcoin et impact climatique, la puissance d'un protocole décentralisé. Il s'agit d'une approche économique de l'industrie du Bitcoin qui inclut son impact climat. La question qu'on peut se poser, c'est certes le protocole Bitcoin a montré sa puissance, il n'y a pratiquement pas eu de problème de fonctionnement avec ce protocole depuis le début. Ça inspire confiance, mais est-ce que Bitcoin le protocole n'est pas exagérément consommateur d'efforts, efforts humains et énergétiques? Où va-t-on avec de tels modèles à un moment où il est essentiel d'économiser l'énergie? Serait-il possible d'être aussi sûr sans cette débauche d'énergie? Louis Bertucci va nous éclairer ce soir, au moins sur certains aspects de cette question. Louis est chercheur à l'Institut Louis Bachelier, souvent appelé ILB. Il est docteur en économie financière de Dauphine. Il travaille sur l'analyse fondamentale des protocoles blockchain. Il est enseignant et assure par ailleurs la coordination scientifique du programme FAIR de l'ILB, programme que certains d'entre vous connaissent puisqu'on a déjà organisé des choses avec le programme FAIR. Ce programme est placé sous l'égide de l'ACPR. Louis est chercheur affilié à la chaire Blockchain and Platform de l'École polytechnique. Il est aussi membre du conseil scientifique de l'association Blockchain for Good, très prometteur. Et je lui passe donc la parole sans tarder. À toi, Louis. Bonsoir à tous et merci beaucoup Florence pour cette introduction ainsi que pour l'invitation. C'est un plaisir de venir partager quelques réflexions avec vous ce soir. Alors, je vais partager mes slides. Voilà. Normalement, vous voyez mes slides là. Dis-moi Florence si ce n'est pas le cas. On les voit, pas de problème. Super. Donc, bon, c'est jamais facile de parler des blockchains et du Bitcoin en particulier. Donc, ce que j'ai préparé, c'est bon, j'ai quelques slides et on peut essayer de faire cette intervention de la façon la plus interactive possible. Je pourrais m'adapter en fonction des questions que vous avez, de votre niveau de connaissance sur le sujet aussi. C'est-à-dire s'il y a des choses dont je parle qui sont pas claires, n'hésitez surtout pas à intervenir alors par le biais du Q&A, je pense. Et si je ne le vois pas, Florence, Florence pourra faire le lien. Voilà, donc je vais vous parler principalement de donc comme Florence l'a expliqué, de la modélisation des producteurs de Bitcoin et de l'impact climatique que ça et des questions autour du climat que ça soulève. J'ai préparé aussi quelques slides à la toute fin pour parler un peu de choses qui peut-être qui vous intéresseront, enfin qui vous concerneront, disons un peu plus, à savoir au niveau de l'assurance vraiment et au niveau de l'actuariat, ce qui se passe dans ce monde-là. Donc voilà, on parle un peu de decentralized finance et decentralized insurance. Donc c'est parti. Petit aussi, les slides sont en anglais. J'ai l'habitude de les faire en anglais. J'espère que ça ne pose pas de problème à l'audience. Pas de problème. Ok. Donc donc voilà, bon, je voulais juste rappeler, Florence a très bien fait, je participe à la coordination scientifique du programme FAIR, Finance and Insurance Reloaded. Donc, je vous encourage vraiment à suivre ce que nous faisons dans ce programme. On a habituellement beaucoup de choses autour de la finance, mais ce programme est construit aussi au niveau de l'assurance et on a historiquement un peu
Je ne sais pas trop pourquoi, hein, mais on a pourtant toute la bonne volonté du monde, mais il y a moins de sujets, en tout cas, qui émergent autour de l'assurance. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, ce genre de choses, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez surtout pas. On s'intéresse à tout ce qui est les nouvelles technologies, on va dire, l'impact de toutes les nouvelles technologies sur le monde de l'assurance et de la finance. Cette présentation, elle est basée principalement sur deux articles récents que j'ai fait avec Charles, mon frère, ainsi que Jean-Michel Lasserie et Pierre Williams, et aussi certains travaux qui sont en cours, où on n'a pas encore vraiment publié quoi que ce soit pour l'instant, mais c'est vraiment des travaux qu'on mène en ce moment. Voilà, donc la principale, donc la timeline, on va dire, de cette présentation, je vais vous montrer quelques faits généraux sur le Bitcoin mining, quelques graphiques. On va voir un peu, juste pour poser le contexte, pour être sûr qu'on soit tous sur la même page. Là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à intervenir. Ensuite, je vous montrerai un peu ce qu'on a fait dans le cadre de nos articles sur la modélisation économique. J'ai pas mis d'équation, je crois, dans la présentation, donc rassurez-vous, mais si ça vous intéresse, il y a les papiers dispo, il y a les papiers dispo sur Internet pour rentrer dans le détail des modèles, mais je me contenterai de vous donner les principaux résultats et les implications. Et ensuite, la partie peut-être la plus intéressante, c'est quelle source d'énergie. Donc, on va voir, voilà, le Bitcoin, ça vous le savez, consomme de l'énergie. Quelles sources d'énergie sont utilisées aujourd'hui pour miner du Bitcoin et seront ou pourront être dans le futur utilisées pour miner du Bitcoin. Et on va voir que ce sont des questions assez intéressantes. Et comme je le disais, une petite partie sur le monde décentralisé. Donc, commençons par quelques faits sur le Bitcoin. Donc, le premier graphe qui est probablement le plus parlant, peut-être pas le plus connu, mais c'est ce qu'on appelle le hash rate. Donc, en quelques phrases, simplement, je pense que tout le monde est au fait de ça, mais Bitcoin utilise un algorithme de consensus qui s'appelle Proof of Work. Proof of Work marche car les participants à ce jeu, à ce système, cherchent la solution d'un puzzle mathématique. Et pour chercher la solution, il n'y a pas d'autre façon que d'attaquer le problème par brute force. Donc en fait, on essaye on essaie un premier coup, on voit si ça marche, si ça marche pas, on essaie un deuxième coup, etc. Et bien sûr, tout est fait pour que une solution soit trouvée en moyenne toutes les 10 minutes. Donc, plus il y a deux gens qui cherchent la solution à la fois, plus la difficulté du problème augmente, de telle sorte que en 2010-2012, il y avait déjà une solution trouvée toutes les 10 minutes, c'est-à-dire un bloc trouvé toutes les 10 minutes. Et en 2022, c'est pareil. Sauf que donc le hash rate mesure en fait le nombre d'essais à la seconde. C'est une estimation bien sûr, hein, mais qui est calculée par l'ensemble de tous les participants au protocole Bitcoin. Ok. Là, les ordres de grandeur, bon, c'est volontaire que j'ai pas mis une échelle logarithmique. On aurait mieux vu sur une échelle logarithmique, mais c'est pour montrer que c'est vraiment une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on est à l'ordre de, je crois que c'est 2 fois 10 puissance 20, c'est 200 millions, et les terras, c'est des milliards, ou c'est des 10 puissance 12, des milliers de milliards. Non, enfin bref, c'est énorme. Et ça, c'est à la seconde. Donc, il y a à peu près 10 puissance 20 H, donc essais qui sont faits à la seconde. Et donc, pour essayer toutes ces solutions, ça demande beaucoup de calculs, et c'est de là que vient la consommation énergétique qu'on appelle les producteurs de Bitcoin, parce que ce sont eux qui trouvent les solutions, et les Bitcoins sont générés, les nouveaux Bitcoins sont générés à chaque nouvelle solution trouvée. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on va essayer en fait
de comprendre, ou en tout cas d'appréhender, pour voir vers où on va, en fait. Parce que, voilà. Ça, donc c'est un graphe qui est un peu équivalent, c'est la consommation en termes de puissance énergétique. Ok, donc c'est pas forcément lié directement. D'ailleurs, ça va être une des questions intéressantes et importantes aux émissions de carbone, mais c'est la consommation énergétique de toute la blockchain. Donc en fait, ça c'est un graphe qui est fourni par, j'ai pas mis la source d'ailleurs, mais c'est Cambridge Center for Analytics, quelque chose comme ça. Je pourrais vous donner le truc, mais c'est assez connu. C'est une des sources les plus répandues pour ce type de calcul. La courbe qui est au milieu de l'intervalle jaune, c'est ce qu'ils appellent leur best guess. Et ensuite, c'est une sorte d'intervalle de confiance. C'est pas vraiment l'intervalle de confiance, mais qui est une sorte de upper bound et de lower bound. Okay, donc, au niveau de la consommation énergétique, qui dépend en fait, bien sûr, des hypothèses qui sont faites sur le type des machines. Et on aura l'occasion de reparler plus en détail du type de machine et de l'implication que ça a sur la consommation énergétique. Donc, bon, là, encore une fois, l'échelle, elle n'est pas forcément énorme, mais on est à l'ordre de une dizaine de gigawatts par jour. Voilà, les médias aiment bien dire que ça consomme plus que certains pays d'Europe de l'Est, par exemple, tout ce genre de choses. Un ordre de grandeur pour l'instant et qui est bien à avoir en tête, c'est que ça consomme à peu près 0,5% de la consommation énergétique mondiale totale. Ok, donc c'est 0,5%, c'est pas 20%, c'est pas non plus 1 pour 10 000, ok, c'est vraiment significatif, 0,5% de la consommation totale, c'est assez gros. Voilà, mais c'est pas non plus, ça reste largement inférieur à bien d'autres types d'industries. Donc voilà, ça c'est pour fixer un peu mieux les choses. Ça c'est simplement la consommation énergétique, donc c'est le même graphique hein, en échelle logarithmique, avec vous avez en plus en vert, c'est l'estimation de la consommation énergétique Bitcoin qu'on a réalisé nous dans nos travaux, dans nos articles. Voilà, donc bon, les hypothèses sont probablement discutables, mais nous on arrive, sauf ici, qui ne marche pas pour une raison que je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, ici, on est un peu inférieur à ce qu'estime Cambridge. Okay, mais voilà, on n'est pas. Les ordres de grandeur sont les bons en tout cas. Ici, en particulier dans cette présentation ce soir, mais aussi en général, en fait, le compte précis du nombre de hash par seconde qui est calculé ou de la consommation vraiment énergétique précise j'ai tendance à dire qu'il n'est pas si important que ça. Il est important, bien sûr, si on veut on va avoir une idée juste, mais ce qui va compter, c'est plus les ordres de grandeur. Okay, donc, on est dans ces bons ordres de grandeur. Ça, c'est aussi un graphique qui est très important, qui ressemble au graphique du prix du Bitcoin, pour ceux qui le connaissent, mais qui est en fait un peu différent. Ça, c'est le revenu des mineurs. Donc, les mineurs, comme je disais, ce sont les personnes qui minent du Bitcoin, donc qui font tourner toutes ces machines pour faire tous ces essais. Et ces mineurs sont récompensés par un reward ou par un revenu qui est directement émis par la blockchain. Et donc, ce reward, il est composé d'une partie complètement déterministe, qui est en fait la création de nouveaux bitcoins. Okay, ça a commencé à 50 bitcoins toutes les 10 minutes au début en 2009, et c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc, il y a une part fixe comme ça, qui est que toutes les 10 minutes, et aujourd'hui, c'est à peu près 6,25 bitcoins. Enfin, c'est 6,25 bitcoins. Ça, c'est la partie fixe déterministe. Et ensuite, il y a la partie aléatoire, variable, qui est en fait les coûts de transaction. Donc, je ne vais pas m'attarder forcément là-dessus, mais les participants à la blockchain ont la possibilité de poser des coûts de transaction pour pouvoir inclure leurs transactions, pour pouvoir incentiver, donner les incitations aux mineurs d'inclure leurs propres transactions. Et donc, ça, ici, c'est les graphiques, c'est la somme des deux. Donc, c'est vraiment le revenu des mineurs
le revenu des mineurs, voilà, et c'est en journalier, je crois. Donc là, pareil, on voit que c'est en fait vraiment assez exponentiel. Fin 2017, il y a un premier gros pic, après ça baisse, et ensuite, voilà, ça c'est le 2021-2022, c'est le prix du Bitcoin a fait ces gros mouvements comme ça. On pourra parler bien sûr de la volatilité du cours et tout ce genre de choses. Je n'ai pas forcément prévu d'en parler, mais si vous avez des questions là-dessus, c'est avec plaisir. Donc voilà, ça c'est vraiment le revenu des mineurs, c'est ce que les mineurs gagnent pour miner. Et là, les ordres de grandeur, c'est de l'ordre de, par exemple, l'année dernière, en 2021, c'était une quinzaine de milliards. À peu près aujourd'hui, puisqu'on est sur les mêmes ordres de grandeur, c'est à peu près en annualisé une quinzaine de milliards de dollars par an qui est généré par la blockchain pour les mineurs. Voilà. Donc, et donc, c'est très important parce que les mineurs, ils vont dépenser de l'énergie pour miner par rapport à ce qu'ils gagnent. Donc, ça nous donne aussi une indication de la dépense énergétique qui est faite. Ça veut dire que les mineurs, en plus de dépenser de l'argent pour avoir de l'énergie, ils doivent aussi acheter les machines dans un premier temps. On sait qu'ils gagnent 15 milliards par an, tous. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas dépenser plus de... En fait, les estimations qu'on fait, il y a beaucoup plus d'argent qui est dépensé pour l'achat de machines que pour la consommation énergétique. Okay. Donc, en gros, il y a à peu près un tiers qui est dépensé pour la consommation énergétique, donc autour de 4-5 milliards par an d'énergie qui est achetée et une dizaine de milliards par an d'énergie, une dizaine de milliards par an pour l'achat de machines. L'achat de machines qui a aussi des conséquences énergétiques, ok, parce que les machines, bon, c'est des micro-puces, hein, donc il y a un impact carbone vraiment de cette industrie, puis le transport, etc., qui souvent n'est pas pris en compte. D'ailleurs, on a tendance à se focaliser sur la consommation énergétique des machines elles-mêmes. Mais donc voilà, dans ces ordres de grandeur-là, c'est 5 milliards de consommation qui fait à peu près 0,5% de la consommation mondiale d'énergie. Ça, c'est un autre graphique qui est assez intéressant parce que c'est l'efficacité des machines qui sont utilisées pour miner. Okay. Donc, ça montre quoi? Donc, l'échelle ici est logarithmique. Ça montre qu'en fait, donc, l'unité, c'est des joules par gigahash. Donc, ça veut dire en fait combien d'énergie il faut pour calculer 1 gigahash, donc 1 milliard de hash par seconde. Okay. C'est gigahash, enfin, oui, c'est joule gigahash. Combien d'énergie il faut pour calculer 1 milliard de hash? Et on voit que ça baisse énormément. En fait, ça baisse de façon constante dans le plan logarithmique, donc c'est vraiment une exponentielle décroissante sur une échelle linéaire. Et ça se traduit par un taux de progrès technologique qui est quasiment constant. Okay, on l'estime autour de 38%, 40%. Donc, ça veut dire que chaque année, en moyenne, c'est des taux qui sont annualisés bien sûr, en moyenne chaque année, les nouvelles générations de machines qui sont utilisées pour calculer les blocs et les solutions des blocs sur la blockchain Bitcoin sont 38% plus performantes que la génération précédente. C'est de la technologie informatique. C'est de la technologie informatique qui progresse, c'est ça? Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de recherche qui est fait pour miniaturiser les composants, etc., faire baisser la consommation énergétique. Et en fait, donc on peut le voir de deux façons, mais donc pour calculer le même nombre de hash, on a besoin de dépenser moins d'énergie avec les nouvelles machines. Ou si on dépense le même quantité d'énergie, on va pouvoir calculer plus de hash. Okay. Ça, c'est quelque chose qui se voit dans les composants informatiques classiques. Hein. Alors, c'est un peu moins vrai maintenant. Et vous savez, il y avait la loi de Moore qui était vraie jusqu'à il y a, je sais même plus, mais je dirais peut-être 5 ans, un truc comme ça, c'était un doublement tous les 2 ans. Doublement tous les 2 ans, ça correspond à 31% en progrès constant annualisé. Donc là, on voit qu'on est un peu plus que la loi de Moore. Ce qui fait sens, parce que si la loi de Moore, c'était le progrès technologique sur les ordinateurs personnels, sur la
la mémoire des disques durs, etc. Là, ici, on a de vraies incitations des mineurs. Les mineurs sont en très forte demande de matériel très performant parce qu'en fait, les mineurs sont en compétition les uns avec les autres. Ça fait partie des trucs. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas, je peux approfondir un peu. Mais donc, les mineurs sont en compétition les uns avec les autres. Et pour une même dépense énergétique, un même coût, le mineur qui a accès à une meilleure technologie aura une plus grande part du gâteau. En fait, il y a le gâteau total qui sont les 6,25 bitcoins plus les frais de transaction toutes les 10 minutes. Et les mineurs vont se partager ce gâteau-là en proportion de la puissance de calcul qu'ils fournissent. Donc, s'il y a deux mineurs qui dépensent la même quantité d'énergie pour faire tourner leur machine, mais un qui est 2 fois plus efficace que l'autre, ça veut dire que pour la même quantité d'énergie, il y en a un qui va calculer 2 fois plus de hash, il aura aussi une part de ce gâteau-là 2 fois plus importante que l'autre mineur. Donc les mineurs sont vraiment en très très forte demande de ces nouveaux matériels de plus en plus performants. Et en fait, on peut même calculer la durée de vie des machines. C'est-à-dire que les machines deviennent obsolètes extrêmement vite. En gros, c'est à peu près, là ça augmente un tout petit peu récemment, mais sinon c'est à peu près 18 mois, 2 ans. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans, la machine, en gros, une machine qui a été fabriquée il y a 2 ans ne peut plus être utilisée aujourd'hui pour miner du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde a tellement des machines qui sont tellement efficaces qu'avec une machine d'il y a 2 ans, pour gagner 1 euro, ça coûterait plus que 1 euro d'énergie. Et qui sont les as de ces machines? Elles sont fabriquées où? Par qui? La plupart des fabricants sont chinois. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que les Chinois ont interdit le Bitcoin mining, mais en fait, ce sont quasiment les seuls fabricants de matériel de minage aujourd'hui. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne minent pas sur leur sol, mais ils fabriquent les matériels de minage et ils l'exportent dans d'autres pays, aux différents mineurs. Il y a une startup française, par exemple, qui essaie de fabriquer, d'être compétitive là-dessus. Il y a quelques autres boîtes, mais les plus grosses boîtes et les plus anciennes sont toutes des sociétés chinoises, historiquement aussi parce qu'ils ont un savoir-faire sur la fabrication des composants électroniques hors minage. Voilà, un ordinateur, etc., est plutôt fabriqué en Chine qu'ailleurs. Donc, voilà. Et évidemment, eux, ils sont en compétition aussi les uns avec les autres. Donc, tout ça, les mineurs dépensent beaucoup d'argent, c'est à peu près une dizaine de milliards par an, qui part vers les fabricants de machines. Et les fabricants de machines, derrière, avec ça, ils font beaucoup de R&D. Ils font beaucoup d'améliorations. Ils essaient toujours de proposer des machines qui sont de plus en plus innovantes. Voilà, pour pouvoir en vendre plus et pour pouvoir les vendre aux mineurs. Et ça, je vais en reparler parce qu'en fait, c'est super important. Donc, il y a ce progrès technologique qui est vraiment super important. Donc, à la fin, le hash rate, d'où il vient. Okay. Donc, comme je disais, les mineurs, d'un côté, ils ont un reward, ils sont rémunérés, ils ont un nombre de bitcoins par bloc fois le prix du bitcoin actuel, plus les frais de transaction, et ils ont un coût qui dépend de l'achat de nouvelles machines, plus du coût de l'électricité, fois les machines qui font tourner aujourd'hui. Okay. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix du Bitcoin augmente, le hash rate va augmenter parce que les mineurs auront plus d'incitation à miner, donc ils vont miner plus. Okay. Ça, c'est pour un coût d'électricité constant. Et maintenant, il y a aussi une partie du hash rate qui vient du progrès technologique, qui fait que pour un coût du Bitcoin constant, si l'efficacité des machines augmente, le hash rate augmente aussi en nombre de hash par seconde. Alors que, vu que le prix du Bitcoin est resté constant, les dépenses énergétiques des mineurs sont aussi restées constantes. Okay. Ça, c'est vraiment très important. Si le prix du Bitcoin n'augmente pas, la consommation énergétique ne peut pas augmenter. Parce que les mineurs, ils vont pas dépenser plus d'énergie que ce qu'ils gagnent. Donc, la croissance a été exponentielle depuis la création de l'énergie parce que la croissance du prix du Bitcoin a été exponentielle. Okay. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui paraissent très
naturel. Enfin, j'espère que ça paraît très naturel pour vous. Donc, c'est cette idée-là que je redis encore une fois. Les mineurs gagnent de l'argent, ils ont un revenu, ils dépensent en énergie, en achat de machines, et éventuellement, s'il en reste une partie, ça leur fait des profits. Mais ils vont pas dépenser plus d'énergie que leur revenu. Okay. Donc, on introduit une mesure dans les articles qu'on a fait, qui est en fait pas simplement le hash rate, on a donc on appelle le nominal hash rate, qui est le nombre vraiment de hash par seconde, mais on considère plutôt ce qu'on appelle le real hash rate, qui est le hash rate en fait, mais discounté au taux de progrès technologique. Ça veut dire que s'il se passe rien, la consommation énergétique ne bouge pas, le prix du Bitcoin ne bouge pas, juste avec le progrès technologique, le hash rate va augmenter. Mais en fait, cette augmentation du hash rate, elle n'a pas vraiment de sens, enfin, elle n'a pas de sens, elle ne change rien en fait. Elle ne change pas la consommation, elle ne change pas les incitations, elle ne change rien. Donc voilà. Donc, ce que je disais, tout ça, ça paraît très, naturel, mais il y a vraiment des gens, donc c'est pas pour jeter la pierre, hein, mais il y a des gens pour qui c'est pas clair, ça, des gens assez haut placés, comme le CEO de Intel, donc c'est sur une interview qui date de février de cette année, parce qu'Intel se lance dans la fabrication de matériel de minage. Okay, donc comme je disais, c'était vraiment les Chinois qui faisaient ça. Maintenant, Intel veut le faire. Mais en l'occurrence, en février, ils n'avaient pas encore sorti leur machine. Maintenant, ils l'ont sorti, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, elle est moins efficace en fait que les machines chinoises. Mais ce que je voulais insister, là où je voulais insister, c'était que ce que dit le PDG de Intel dit que le Bitcoin mining, c'est un désastre climatique et que Intel veut résoudre ce désastre climatique en fabriquant des puces de matériel de minage super efficaces. Okay. Et comme on a dit, ça n'a aucun sens en fait, parce que si demain toutes les puces deviennent 10 fois plus efficaces, tout le matériel de minage devient 10 fois plus efficace, le hash rate va augmenter par 10, la consommation énergétique sera exactement la même. Okay. Donc on ne résout pas la consommation énergétique en augmentant l'efficacité énergétique des puces. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, on ne résout pas tout court la consommation énergétique des bitcoins. On a besoin et on a envie que Bitcoin consomme de l'énergie. OK? Pourquoi? Donc, bon, je vais vous le raconter juste après. Je vois qu'il y a une question. Je la lis à haute voix pour tout le monde. On la verra peut-être après parce que d'accord. OK. elle repose, on les agglomérera parce que ça pose des sujets plus généraux. Mais là, en fait, s'il y avait pu qu'est-ce qui pourrait menacer s'il y avait plus, en fait, c'est la perte de confiance dans le Bitcoin qui pourrait faire baisser la valeur de façon durable. Et à ce moment-là, il y aurait quand même une crise de ce modèle économique, non? Exactement. En fait, tout repose sur la valeur du Bitcoin et même pour aller un peu plus loin, sur les anticipations qui sont faites sur cette valeur. Si demain tout le monde anticipe que la valeur va baisser, les mineurs arrêtent de miner et tout s'arrête. Et En fait, les fabricants arrêtent de fabriquer puisque la machine, elle doit être amortie au bout de 2 ans quand même. Il faut quand même que ça tienne 2 ans, cette affaire, non? exactement. Mais en fait, les mineurs qui achètent des machines aujourd'hui pensent que ça va durer au moins 2 ans. En fait, voilà. Donc c'est vraiment tout est basé là-dessus et c'est super important. Et en fait, théoriquement, on peut montrer, et même de façon intuitive, on n'a pas besoin de faire de la théorie très, très compliquée, mais il y a vraiment plusieurs équilibres. On peut voir ce minage de Bitcoin comme une sorte de jeu, au sens de la théorie des jeux à grande échelle. Il y a plusieurs équilibres. Il y a des équilibres où le prix du Bitcoin est élevé, les gens minent, etc. Et il y a aussi clairement un équilibre où rien ne se passe. Le prix du Bitcoin vaut zéro. Si le prix du Bitcoin vaut zéro, les mineurs ne minent pas. Et comme les mineurs ne minent pas, personne ne va acheter de Bitcoin. Donc, c'est vraiment un phénomène de coordination, pour employer les termes de la théorie des jeux. Donc, voilà, ça, c'est effectivement super important. Et tout est en fait, au-delà de plus, c'est plus que tout vient, tout est proportionnel au prix du Bitcoin. Okay. Si le prix du Bitcoin stagne,
la consommation énergétique stagne. Et si les prix du Bitcoin augmentent, la consommation énergétique augmente. Et pareil, à la baisse. Voilà, ça c'est super important. Et c'est économiquement assez clair, mais c'est trop souvent, je trouve, mal compris, ou en tout cas, beaucoup de gens font des raccourcis qui conduisent à des erreurs de raisonnement. Même Intel. Même Intel, c'est ça. Et d'ailleurs, donc ce que je disais, ils ont sorti depuis leur premier prototype de machine, qui est beaucoup moins efficace en plus que les autres. Donc bon, c'est voilà, ils ont une carte à jouer, ils essaient de la jouer, ils ont la possibilité de le faire sûrement, mais et peut-être qu'ils le feront, mais voilà, il faut pas croire qu'Intel veut solutionner les problèmes du monde, en particulier les problèmes de Bitcoin. Ils veulent juste une part du gâteau aussi, comme tout le monde, hein, ce qui n'est pas du tout, voilà, qui est comme ça. Donc, j'avance un peu sur donc là, c'est la partie de notre modèle. Donc, c'était juste un peu pour illustrer. Je vous ai pas mis toutes les équations, je vous ai parlé des équations. Ça, c'est les résultats qu'on trouve. En bleu, c'est la croissance du hash rate. OK, donc ce qu'on appelle le real hash rate, ce que je vous ai expliqué, c'est le hash rate, mais déflaté au taux de progrès technologique. Et en orange, c'est ce que dit notre modèle. Donc, on voit qu'on arrive à suivre globalement assez bien. Alors, ça reste un modèle qui est extrêmement simple, hein, mais pas extrêmement simple, avec peu de paramètres, un modèle qu'on appelle parcimonieux. On arrive à suivre assez bien. Il y a des choses comme ça, comme ces pics-là. On voit que pendant l'année 2018, il y a eu un gros pic à la baisse du hash rate parce que le prix du Bitcoin a fortement baissé à ce moment-là. Et ça, c'est pas pris en compte par notre modèle, tout simplement parce que dans notre modèle, on ne permet pas aux gens, aux mineurs, d'éteindre leur machine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si le prix du Bitcoin baisse d'un coup très fortement, la taille du gâteau se réduit complètement. Et du coup, les mineurs vont devoir dépenser beaucoup moins d'énergie. Donc, non seulement ils vont pas acheter de nouvelles machines, mais ils vont surtout éteindre certaines de leurs machines. Ils vont pas tout faire tourner. Donc là, c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on ne prend pas en compte dans notre modèle, mais on voit que, en tout cas historiquement, ça s'est passé, c'est assez court les moments où ça se passe en vrai, parce que le prix du Bitcoin baisse parfois très fortement, mais en tout cas, dans l'historique récent qu'on a, à chaque fois, il a remonté. Mais là, on ne voit pas la décision chinoise, c'est peut-être parce elle est plus tardive. On voit pas. Non, en fait, on la voit pas, la décision chinoise, parce que, en fait, elle est très, très minime. Parce qu'en fait, tous les mineurs ont mis, je sais plus, mais ils ont mis peut-être, ça se compte en semaines, je crois, au maximum un mois, à se relocaliser ailleurs. Donc, le moment où la Chine dit on va interdire le minage, enfin, on interdit le minage, tout le monde s'est déplacé, beaucoup de mineurs se sont déplacés au Kazakhstan, etc. Et d'autres mineurs dans le monde, vu que le hash rate a baissé, ça devenait plus rentable pour les mineurs, par exemple américains ou africains, de miner. Donc tout le monde s'est mis à miner plus. Et en fait, et c'est là aussi où on voit la force du protocole, parce qu'en fait, tout vient des incitations. C'est-à-dire que même si un pays comme la Chine, dans lequel avant l'interdiction, il y avait plus de 30% du minage qui était en Chine, hein. Donc du jour au lendemain, on éteint 30% du réseau. Et en fait, en quelques semaines, en quelques jours, en quelques semaines, les gens se relocalisent et rallument leur machine et ça repart, quoi. Donc, alors, tu peux peut-être répondre maintenant à la question que posait le premier, celui dont tu parlais tout à l'heure, qui demandait l'interdiction. Vous avez mentionné l'interdiction du mining par la Chine. Étant donné l'impact énergétique, les pouvoirs publics ont-ils le pouvoir, techniquement parlant, d'interdire son utilisation, etc. Alors, il y a faut répondre effectivement à la question concernant la possibilité technique d'interdire, mais enfin, tu réponds, toi, sur l'efficacité d'une éventuelle possibilité de le faire, c'est qu'il peut y avoir des paradis Bitcoin comme il y a des paradis fiscaux et que finalement, ça permettrait de faire vivre le Bitcoin dans le monde entier avec quelques petits territoires. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Alors en fait, c'est à nuancer un tout petit peu parce que là, pour l'instant,
on a parlé du mauvais côté, on va dire, du minage de Bitcoin. Mais dans quelques slides, je vais vous montrer qu'en fait, c'est peut-être pas que mauvais. C'est-à-dire que c'est peut-être pas que négatif. L'activité des mineurs et ces incitations, etc. Il y a peut-être du positif aussi là-dedans. Donc après, il est clair qu'au niveau, je dirais, géopolitique, quoi, des pays, dans tous les cas, les mineurs en Chine minaient dans des zones, il y avait un peu d'énergie hydraulique, on parlera des sources d'énergie après, il y avait beaucoup de centrales à charbon. Donc aujourd'hui, de miner du Bitcoin en faisant brûler du charbon, c'est complètement ridicule sur le plan social et environnemental. Okay. Maintenant, si les gens minaient du Bitcoin avec des centrales hydrauliques ou des éoliennes ou je sais pas quoi, le problème serait radicalement différent. Donc, c'est pour ça que c'est pas simplement on-off en disant OK, il y a du minage, il faut l'interdire, il faut pas l'interdire. Dans des zones où les gens minent avec de la mauvaise énergie, oui, clairement, il faudrait l'interdire. Maintenant, en France et dans l'Union européenne, par exemple, pour revenir sur la question, il y a peu de minage parce qu'en fait, en France et dans l'Union européenne, l'énergie est assez chère. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour le minage de Bitcoin, c'est que les mineurs, les mineurs s'en foutent de miner en France, en Union européenne, en Chine, même ailleurs. Eux, pour miner, et c'est d'ailleurs ça qui va faire les externalités positives dont je vais parler après, ils ont simplement besoin d'un accès à de l'énergie, éventuellement d'un accès pour pouvoir installer les machines pas trop loin d'un port ou ce genre de choses. Mais sinon, après, d'un accès à Internet, et c'est tout. En France, en Europe, ce sont des zones qui sont quand même assez peuplées. En tout cas, les zones faciles d'accès sont assez peuplées, à part dans les montagnes. Et qui dit zone peuplée, dit forte demande en électricité et du coup, dit prix de l'énergie cher. Donc, c'est pas très intéressant, en fait, de miner en France et en Europe. Il y a très peu de mineurs. Il y en avait avant, quand c'était pas encore comme ça. Maintenant, les mineurs s'écartent et vont vraiment vers des zones où soit ils ont accès à un refroidissement parce qu'ils vont mettre leur machine sous l'eau, par exemple, sous la mer, ou ce genre de choses. Ils sont pleins d'imagination et d'ingéniosité pour pouvoir essayer d'économiser au maximum l'énergie, parce que c'est vraiment ça qui drive leur profit, et que ça. Et si demain ils découvrent que dans le pays d'à côté, ils peuvent avoir de l'énergie un peu moins chère, ils déménagent. Ils sont pas attachés à un pays en particulier. Donc voilà. Donc il n'y a pas trop la question en fait de l'interdire en France ou en Europe, parce qu'il y a très très peu de minage en fait en France ou en Europe. Donc j'avance un peu et tac les questions, je regarde. Ok, alors juste une question, la deuxième question sur le quantum, je répondrai à la fin. La question intermédiaire sur qui décide d'augmenter la complexité du calcul à résoudre pour garder le temps de résolution constant, c'est le protocole lui-même. En fait, ce qui se passe, c'est que dans Bitcoin de base, et si c'est pas clair pour vous, il faut quasiment le prendre comme postulat de base, personne n'a de pouvoir plus qu'un autre. Donc, tout ce qui se passe, tout est géré ensemble. Et là, ce qui se passe, c'est que tout le monde fait le même calcul ensemble. Ça veut dire que toutes les 2 semaines, il y a un calcul de la difficulté du problème à résoudre. Et ce calcul, il est fait en mesurant le temps moyen interbloc sur les 2 dernières semaines. Et si le temps moyen interbloc il est plus petit que 10 minutes, on augmente la difficulté. Si il est plus grand que 10 minutes, on baisse la difficulté. Et tout le monde fait le même calcul à la fois. Donc, tout le monde a tout le temps le même résultat à la fois. Et la difficulté est la même pour tout le monde. Mais il n'y a pas un ordinateur central ou une personne centrale qui décide, voilà, ça sera ça la prochaine difficulté, quoi. C'est vraiment l'esprit de décentralisation poussé à l'extrême, quoi. Donc, j'avance un peu, je laisse la question du quantique peut-être à la fin. Voilà, ça, je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, donc là, je voudrais vraiment focus sur à quoi ça sert d'avoir un hash rate élevé. Donc, on a vu que ça consommait de l'énergie, et on va encore en parler. Maintenant, on pourrait dire pourquoi on ne pourrait pas faire 100 hash rate, par exemple. Donc, le hash rate, et en fait, le hash rate, le Bitcoin,
Et l'algorithme sous-jacent s'appelle Proof of Work parce que c'est la preuve de travail, parce qu'on prouve qu'on a travaillé sur le problème. Ça fournit un hash rate élevé, fournit une bonne blockchain. En gros, une bonne blockchain en termes de Proof of Work. Il y a d'autres algorithmes, je vais en parler juste après Proof of Stake, mais un hash rate élevé fournit des bonnes propriétés à la blockchain. Et en particulier, je voudrais insister sur le fait que, pareil, souvent par abus de langage, on dit qu'une blockchain est immutable, qu'elle est immuable, qu'elle n'est pas falsifiable. Ça, c'est pas vrai en soi. Ok. C'est-à-dire que si moi, tout seul ou avec, je sais pas, 3 amis, on lance une blockchain, on crée une blockchain, on télécharge Bitcoin, on change un peu et on crée notre propre blockchain. Tous les trois, on la fait tourner. Elle sera pas immuable, elle sera complètement immuable. Et n'importe qui pourra arriver et recalculer les blocs qu'on aura trouvés il y a un mois. Le côté immuable vient de la sécurité et vient du hash rate. Okay, donc, une blockchain proof of work avec un hash rate faible n'est pas immuable. Okay, et même dans l'absolu, même une blockchain avec un hash rate élevé, elle n'est pas vraiment immuable. Elle est juste extrêmement difficile à changer. Et par abus de langage, on dit qu'elle est immuable, mais c'est jamais complètement immuable. C'est juste dans la limite. Je ne vais pas me concentrer là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les questions de sécurité autour de Proof of Work pour pouvoir falsifier des données sur la blockchain. Enfin, quand je dis falsifier, c'est réordonner les blocs, par exemple, ou supprimer une transaction passée. Il faudrait avoir 51% de la puissance de calcul de tout le réseau. Donc, ça veut dire que là, si la partie honnête du réseau, comme je disais tout à l'heure, à 10 puissance 20 H par seconde, c'est-à-dire que moi, si je veux arriver et enlever une transaction de la semaine dernière, il faut que j'ai plus que 10 puissance 20 H par seconde pour que je puisse concurrencer la partie honnête du réseau et calculer les solutions plus vite que eux tous ensemble. Et ça, plus le hash rate est élevé, plus ça coûtera cher d'avoir la moitié et d'avoir fortiori la totalité. Donc, c'est vraiment crucial. Et c'est pour ça que on n'a pas envie que Bitcoin baisse sa consommation énergétique. La consommation énergétique est liée au hash rate. Il faut que le hash rate soit élevé pour que la blockchain existe, bien sûr. Et ça, c'est aussi un point, je ne vais pas m'attarder trop, mais c'est un point qui est très important parce que tout ce que je dis là, si on part du postulat que Bitcoin et la blockchain Bitcoin n'a aucun intérêt, n'a aucune utilité sociale pour personne, à ce moment-là, d'avoir une blockchain sécurisée, open, etc., n'a aucun sens, n'a aucune utilité et il faudrait mieux tout fermer. Maintenant, l'utilité, on pourra en parler après si vous avez des questions, mais elle est là, elle existe en termes d'inclusion, etc. Il y a une vraie utilité. Donc, pour cette utilité-là, on a besoin que la blockchain consomme de l'énergie. Okay. Proof of Stake, c'est un autre algorithme de consensus qui n'est pas encore aujourd'hui implémenté sur une blockchain importante. Okay. Ce sont souvent des petites blockchains en termes de valeur et en termes de volume. Et les questions de sécurité sont plus complexes. C'est pas qu'elles sont problématiques, mais elles sont plus complexes en tout cas à attaquer. Donc, je passe un peu vite, je vois que le temps tourne. Juste répondre à cette question, comment calculer le coût d'une attaque sur le Bitcoin? Comment calculer le coût d'une attaque sur le Bitcoin? Ben, c'est simple, en fait, il faut combien de machines j'ai besoin d'acheter et ensuite combien de temps j'ai besoin de les faire tourner. Et le temps que je vais avoir besoin de les faire tourner dépend de à combien je veux remonter dans le passé. Si je veux remonter hier, par exemple, sur les blocs qui ont été calculés hier, ça va me demander X temps en fonction du nombre de machines que j'aurai acheté, bien sûr. X jours. Si je veux remonter au bloc d'il y a un an, il va me falloir énormément de temps. Donc, le coût de l'attaque, c'est le coût fixe, je dirais, le coût d'achat des machines qu'il faut. Et en fonction de combien de machines j'ai acheté et à quel point je veux retourner dans le passé, ça me donnera pour combien de temps je vais devoir soutenir l'attaque. Donc, ça me donnera mon coût variable
quelque sorte. Et les ordres de grandeur, aujourd'hui, c'est en milliards. C'est-à-dire que c'est en, voilà, j'ai dit, les mineurs de Bitcoin, ils gagnent à peu près 15 milliards par an. Voilà, ils achètent 10 milliards de machines par an. C'est-à-dire qu'il faut déjà acheter 10 milliards de machines sur un an, plus dépenser quelques milliards en énergie, et tout ça pour pouvoir supprimer une transaction qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc, voilà, mais bon, c'est comme ça qu'on calcule le coût. Donc, j'avance un peu, je voudrais vous parler vraiment des sources d'énergie. Donc, on a dit le upside, c'est d'avoir une bonne blockchain sécurisée, open, immuable, etc. Mais bien sûr, le downside, d'avoir un hash rate élevé, c'est qu'il y a une externalité environnementale. La consommation énergétique en soi n'est pas problématique, mais par contre, les émissions de carbone l'est, comme je disais tout à l'heure. Si demain tous les mineurs utilisaient du solaire, il y aurait encore l'impact écologique de la production de panneaux solaires. Mais si c'était des éoliennes, voilà, je pense, enfin, je suis pas expert là-dessus, hein, mais je crois que la production d'éoliennes est peut-être moins problématique pour l'environnement que la production de panneaux solaires. Donc, si demain tout le monde utilisait des éoliennes, il y aurait un problème. Il y aurait pas de problème. Le problème qu'il y aurait, c'est qu'il faudrait qu'il y ait du vent. Et bref, ça, c'est une autre question. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce qui compte, c'est qu'on ne veut pas émettre de carbone en termes sociaux, en termes d'externalité sociale. Et aussi, c'est un argument qui est très souvent mis en avant parce qu'en fait, il est facile à calculer. Comme je vous l'ai montré, les premiers graphes que je vous ai montrés, c'est facile de dire, OK, les mineurs dépensent 5 milliards en énergie. C'est beaucoup, c'est plus que la Suède ou c'est plus que je ne sais pas quel pays. Donc, c'est facile de dire. C'est un argument facile à reprendre, etc. Pour d'autres industries, c'est beaucoup moins clair. Combien d'énergie consomme, même sans parler d'Internet, hein, combien d'énergie consomme le système bancaire aujourd'hui? Très, très compliqué à savoir. Combien d'énergie consomme telle ou telle industrie? Très, très compliqué à savoir. Combien d'énergie consomme Bitcoin? Très facile à savoir. Donc, c'est ça aussi qui fait qu'il y a peut-être un biais dans les arguments qui sont avancés pour ou contre le Bitcoin. Voilà, donc ça, c'est le plus intéressant. Si vous avez bien suivi jusque-là, normalement, ça devrait être assez clair. Donc, quelle source d'énergie on va utiliser pour faire le Bitcoin mining? On peut se dire, on peut se dire, en fait, c'est compliqué de savoir aujourd'hui ce qui se fait. Il y a des estimations. Les estimations sont faites en fonction de l'adresse IP des mineurs qui trouvent les blocs. On regarde s'ils sont dans tel ou tel pays. On regarde le mix énergétique moyen du pays dans lesquels ils sont et ils font des estimations comme ça. En fait, c'est extrêmement compliqué à savoir parce que les mineurs, ils peuvent utiliser des VPN, ils peuvent modifier leur adresse IP. C'est pas du tout fixe. Et autant la consommation énergétique est facile à calculer, autant l'émission de carbone n'est pas du tout facile à calculer. Donc, mais par contre, une question qu'on peut se poser, c'est au niveau théorique, et je vais essayer de vous montrer, c'est en dynamique. Plutôt que de se poser la question, OK, aujourd'hui, quelle est la part de consommation d'énergie renouvelable dans la consommation pour les mineurs? On peut plutôt se dire vers où on va. Est-ce qu'on va, avec le temps qui passe, vers plus de consommation qui vient d'énergie fossile, donc plus de carbone émis, ou est-ce qu'on va vers moins de consommation en provenance d'énergie fossile? Donc, voilà, je vais essayer de répondre en tout cas, je travaille en ce moment à répondre à ces questions très formellement, théoriquement, mais je vais essayer de vous montrer en tout cas l'intuition. Donc, l'effet stylisé qu'on peut avoir, sur lequel on peut se baser pour essayer de construire un raisonnement comme ça. Au niveau du Bitcoin mining, on a la volatilité du Bitcoin qui est très élevée. Okay, c'est à peu près 60% en annualisé. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 60% aussi de rendement annuel. Donc voilà, un ratio de Sharpe proche de 1. Les
les mineurs mettent du temps pour construire leur ferme de minage. Ok, ferme de minage, je voulais pas, c'est pas montrer. Attendez, je vais peut-être revenir juste. Voilà, en gros, ça, bon, c'est juste une petite image, hein, mais ça ressemble à ça, des fermes de minage, en beaucoup plus gros, sur des centaines de mètres carrés, des hangars qui font des tailles de centaines de mètres carrés, remplis de machines comme ça qui minent du Bitcoin. Donc ça met du temps à installer. Il faut, euh, il faut trouver l'endroit, il faut construire le hangar, il faut amener les machines, etc. Troisième fait stylisé, les fabricants de matériel de minage ont aussi des contraintes de production. C'est-à-dire que du jour au lendemain, même si le prix du Bitcoin est multiplié par 10 demain matin, les fabricants ne vont pas fabriquer 10 fois plus de machines. Eux aussi, ils ont des lignes de production, etc. Ils vont mettre du temps pour augmenter leur capacité de production. Quatrième fait stylisé, c'est que ça j'ai dit plusieurs fois, hein, le coût critique, la partie critique du coût, c'est l'électricité. Même si les mineurs dépensent plus d'argent en achat de machines, les machines, ils achètent tous au même prix. Les machines, elles sont... en fait, ça, c'est encore un autre sujet super intéressant, hein, mais il y a des brokers de machines. Il y a des gens qui achètent toutes les machines que fabriquent les fabricants et ensuite qui les revendent aux mineurs. Il y a une bourse du prix de la machine, du petit ordinateur qui calcule des haches. Et en fonction du prix du Bitcoin, le prix de la machine change. Donc, les mineurs achètent toutes quasiment, enfin, on peut faire cette approximation-là en tout cas, achètent tous les machines au même prix. Par contre, ils n'ont pas tous le même accès à l'énergie. Donc, c'est vraiment leur prix, le prix qu'ils vont payer au niveau de l'énergie qui va les différencier les uns des autres, du coup, qui va faire qu'il y en a un qui va gagner plus ou moins que l'autre. Et ensuite, très important, donc les faits stylisés au niveau de l'énergie, on a les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Les énergies fossiles, elles peuvent être stockées. Okay, si on a du charbon, bon, c'est très simplifié. Il y a plein de types d'énergie différents et probablement plein de types différents, mais je ne dois pas être trop loin de la vérité en disant que les énergies fossiles peuvent être stockées. Voilà, on peut stocker un baril de pétrole, on peut stocker un sac de charbon ou un conteneur de charbon, je ne sais pas dans quoi il le stocke. Et du coup, vu que c'est par principe, on a besoin d'une matière première pour générer de l'énergie, que ce soit du pétrole, du charbon ou autre chose, le coût marginal est élevé parce qu'il faut d'abord acheter le charbon avant de le faire brûler pour fabriquer de l'électricité ou l'extraire, etc. Par contre, le coût fixe est assez faible. Pourquoi je dis assez faible? En fait, il faut quand même construire la centrale à charbon, par exemple, mais je dis assez faible parce qu'elle est déjà construite. Il y a beaucoup d'endroits, en tout cas, où c'est déjà construit. Et en tout cas, juste pour l'argument, partant du principe qu'il y a déjà des centrales énergétiques qui existent déjà, il y en a plus qui fonctionnent sur énergie fossile, donc c'est plus facile simplement de se brancher à la centrale énergétique plutôt de construire une nouvelle centrale à charbon. Et pour les énergies renouvelables, c'est un peu le contraire. Elles ne peuvent pas être stockées. Le vent, quand il souffle, si on a mis une éolienne au milieu, elle tourne, mais si on n'a pas mis d'éolienne au milieu, le vent il est passé. Le coût marginal est quasi nul. Voilà. Une fois qu'on a construit l'éolienne, donc le coût fixe est élevé, il faut monter l'éolienne, il faut la faire, etc. Mais une fois qu'elle est montée, voilà, s'il y a du vent, ça souffle, l'éolienne tourne, ça produit de l'énergie, on n'a pas acheté le vent. Okay, donc, vraiment, sur ça, on va baser un raisonnement donc un peu en dynamique. Et l'intuition que je voudrais vous faire passer, c'est qu'en fait, il y a deux phases. Il y a quand le prix du Bitcoin augmente fortement et quand le prix du Bitcoin se stabilise. Parce que ça, après, moi, j'ai tendance à dire que pour l'instant, il a augmenté de façon exponentielle. À un moment, il se stabilisera. Il ne va pas continuer de monter de façon exponentielle jusqu'à la fin des temps. Donc, en fait, c'est un moment, soit il se stabilisera, soit il tombera à zéro pour une raison X ou Y. S'il tombe à zéro, on n'a plus de problème de consommation énergétique parce que les mineurs ne mineront plus, etc. Voilà, donc les deux phases importantes, c'est quand ça monte et quand c'est stabilisé. Donc, quand ça monte, la demande de matériel de minage est très, très élevée parce que du coup, le prix du Bitcoin ne fait qu'augmenter, les mineurs gagnent des Bitcoins, ils revendent de plus en plus cher sur le marché, ils gagnent de plus en plus d'argent, c'est de plus en plus profitable. Donc, ils veulent acheter de plus en plus de machines. Et limite, ils ne regardent pas trop le prix, etc. Donc, dans ces phases-là, ils peuvent accepter de payer
une énergie assez élevée, un prix de l'énergie assez élevé, parce que dans tous les cas, c'est très rentable de miner, tant que le Bitcoin augmente. En gros, hein, encore une fois, c'est vraiment schématisé. Par contre, quand le prix du Bitcoin se stabilise, là, c'est pas du tout la même histoire. La demande de matériel de minage est constante, ok, et elle vient, si le prix du Bitcoin, vraiment, si on oublie les petites variations, on dit vraiment il est stable, les mineurs veulent toujours acheter les nouvelles générations de machines, et simplement pour remplacer leurs machines existantes. Ils ne vont pas dépenser plus d'énergie. S'ils dépensent, par exemple, si le prix du Bitcoin se stabilise demain et qu'il ne bouge plus jamais, et qu'on dit que les mineurs dépensent 5 milliards aujourd'hui, ils continueront de dépenser 5 milliards en énergie. Ils ne dépenseront pas 6, pas 7, etc. Donc, ils remplaceront leurs machines existantes, mais ils n'augmenteront pas leur puissance de calcul. Et à ce moment-là, tous les mineurs ont le temps de s'ajuster, tous les mineurs ont le temps d'acheter les dernières générations de machines, et le minage est beaucoup moins profitable. Si le minage est beaucoup moins profitable, en tout cas parce que le reward, le revenu arrête d'augmenter de façon exponentielle, les mineurs peuvent encore arriver à gagner en profitabilité en jouant sur les coûts. Et c'est là vraiment qu'on va avoir la bascule, c'est-à-dire que à ce moment-là, dans ce monde hypothétique où le prix du Bitcoin est complètement stable, les mineurs vont aller chercher l'énergie la moins chère possible sur Terre. C'est-à-dire que, en gros, les prix de l'énergie, 4 centimes, c'est des bons prix. Je crois que, par exemple, à Paris, on va la payer 10 dizaines de centimes. Il y a des endroits où voilà, les mineurs aujourd'hui, ils doivent la payer 3 centimes le kilowattheure ou 4 centimes le kilowattheure. Euh, Si le prix du Bitcoin est stable, etc., un mineur et que tous les mineurs ont accès à de l'énergie à 4 centimes du kilowattheure, celui qui aura accès à de l'énergie à 2 centimes du kilowattheure, il pourra miner 2 fois plus que les autres. Il pourra gagner plus que les autres. Donc à ce moment-là, les mineurs, ils vont vraiment aller chercher le prix marginal le plus faible possible, quitte à payer le coût fixe d'installation de la centrale, d'installation du champ d'éoliennes, d'installation du barrage hydraulique, parce qu'en fait, toujours pareil, dans l'hypothèse où ils anticipent vraiment que le prix restera stable, ils vont se dire, c'est pas grave, moi je peux payer, je vais emprunter de l'argent aujourd'hui, je vais construire un barrage hydraulique. Après, je sais que j'aurai une énergie pas chère, je sais que je pourrai miner. J'ai pas de doute sur la capacité à miner, même dans 5 ans, tant que j'ai accès à de l'énergie pas chère. Ok. Et, euh, et donc, à cause du fait que l'énergie la moins chère en termes de coût marginal, hein, c'est plus cher de set-up l'usine, l'unité de production, mais le coût marginal, c'est vraiment ça que les mineurs regardent hein, quand ils veulent maximiser leur profit. Donc, le coût marginal est le moins cher sur les énergies renouvelables. Ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Donc, en fait, les mineurs et donc tout ça pour dire que le, tout ce protocole-là Bitcoin génère beaucoup d'incitations sur les mineurs. Les utilisateurs achètent des bitcoins, ça, voilà, chacun a sa raison, mais en tout cas, le prix du bitcoin c'est ce qu'il est. Ça fournit de très fortes incitations aux mineurs pour chercher sur toute la Terre, parce qu'ils sont limités seulement, comme je disais, par les accès, il faut qu'il y ait des routes, etc. Mais on pourrait imaginer dans le futur que même s'il y avait un endroit où il y avait beaucoup d'énergie, un surplus d'énergie énorme, pas cher du tout, ben, je vous garantis que les mineurs, ils iront construire des routes pour pouvoir mettre leurs machines là-bas, et éventuellement des ports, etc. Donc en fait, les incitations font qu'ils vont aller chercher sur le globe entier, sur la Terre entière, là où l'énergie est la moins chère possible. Et là où l'énergie est la moins chère possible, c'est là où il y a des surplus énergétiques, et c'est installé dans les endroits les plus faciles d'accès, etc., euh, des, des, des unités de production d'énergie renouvelable. En fait. Donc, ça, c'est l'autre penchant. C'est vraiment diamétralement opposé à ce qu'on va entendre dans la presse ou ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà, ça consomme, etc. Moi, ce que j'essaie de... Bon, c'est pas une démonstration formelle, hein, vous l'accorderez, mais l'intuition, en tout cas, c'est que quand, donc ça sera pas forcément demain, hein, mais quand le prix du Bitcoin se stabilisera, on aura un vrai mouvement des mineurs qui arrêteront de miner avec des énergies fossiles et qui mineront vraiment quasiment exclusivement avec des énergies renouvelables sur la Terre entière.
Voilà. Donc, en fait, miner avec de l'énergie fossile, c'est seulement profitable quand le prix du Bitcoin augmente très fortement. Voilà, ça, c'est super important. Donc, Belle démonstration. Très... ouais, c'est convaincant. Alors, c'est le for good. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est vraiment il faut juste arriver à se projeter un tout petit peu parce que, et je vais en parler, c'est mon slide juste après celui-là. On n'y est pas encore aujourd'hui clairement, mais on est clairement aussi en bonne route. C'est-à-dire que le prix du Bitcoin a augmenté énormément en 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. Là, pour l'instant, ça s'est un peu stabilisé. Peut-être que ça réaugmentera encore un petit peu. Il y aura une autre vague d'augmentation. Mais voilà, ça ne va pas continuer d'augmenter de façon exponentielle pendant encore 15 ans. Donc voilà, c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a de très fortes chances que ce move-là se produise. Et en plus de ça, du point de vue des producteurs d'énergie, c'est super intéressant parce que les producteurs d'énergie, par exemple, je vais prendre un exemple assez concret. Quelqu'un que je connais qui est un mineur donc, de Bitcoin français, qui d'ailleurs fait des, ne mine que avec des énergies green. Okay. Donc, lui, il installe ses unités de minage seulement à côté de production d'énergie renouvelable. Et donc, il y a des endroits, et c'était en Afrique par exemple, je ne sais plus quel pays, mais le pays avait reçu de grosses subventions au niveau peut-être de la Banque mondiale ou du continent africain, etc. Enfin, des grosses subventions extérieures au pays pour construire une très belle centrale hydraulique, un très beau barrage, etc., dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau qui coulait. Ils ont construit ça, mais sauf que il n'y avait pas l'infrastructure autour. Les villages, les villes autour ne sont pas électrifiées, donc personne n'achetait l'énergie en fait. Et ces producteurs-là se retrouvaient à vendre seulement autour de 10% de l'énergie qu'ils produisaient. Donc, les mineurs de Bitcoin, eux, ils arrivent et ils disent, ben, moi, je m'engage à t'acheter tant de mégawatts, tant de gigawatts sur 5 ans. Donc, ça fait une rentrée d'argent très stable pour le producteur d'énergie, qui sait qu'en fait, il pourra vendre, au pire des cas, il pourra vendre son énergie à un mineur. Et du coup, il peut derrière utiliser l'argent qu'il génère pour électrifier et pour créer l'infrastructure électrique autour de sa centrale. Et le jour où il a électrifié toutes les villes autour et toute la région où la population utilise l'électricité, où du coup la demande d'électricité augmente, forcément le prix va augmenter de l'énergie. À ce moment-là, le mineur ira ailleurs pour peut-être payer de l'argent à un endroit où il y aura un surplus énergétique qui ne sera pas utilisé. Quand le surplus énergétique devient utilisé, ça devient moins rentable, etc. Et du coup, les mineurs peuvent se déplacer parce que les mineurs peuvent se déplacer assez facilement. Ils peuvent rester 5 ans dans un pays et ensuite ils bougent et ils se mettent dans un autre pays à côté ou à l'autre bout de la Terre. C'est coûteux, c'est sûr, il faut transporter les machines sur bateau, etc. Mais c'est faisable, c'est largement faisable. Il n'y a pas d'autre coût que le coût de transport. Il n'y a pas de coût marketing, il ne faut pas se refaire une autorité dans l'autre pays où on va, il faut simplement arriver, s'installer et brancher les machines. Donc en fait, les mineurs sont complètement OK avec le fait d'acheter de l'énergie quasiment à l'avance. Et ça fait que du coup, même quelqu'un qui hésite à fabriquer des éoliennes ou quoi, parce qu'il se dit, ben, peut-être que ce ne sera pas utilisé dans des endroits du monde. C'est sûr que si c'est en France, c'est utilisé, mais dans les endroits du monde où il n'y a pas forcément beaucoup de demandes, bah, il se dit, bah, je peux très bien faire ça. J'appelle des mineurs, ils vont venir miner. Et le jour après, je fais le contrat que je veux sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et le jour où j'ai plus envie, où je préfère vendre mon énergie aux populations locales, ben, je le fais. Et en plus de ça, il y a aussi des contrats d'effacement qui sont mis en place. Et ça, en ce moment, ça existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des mineurs qui négocient avec les producteurs d'énergie en disant si la demande dans la ville à côté, etc.,
à un moment augmente fortement, soit parce qu'il fait très chaud, tout le monde met sa clim, ou parce qu'il fait très froid, tout le monde met le chauffage, ou pour une autre raison, à ce moment-là, plutôt que de créer un pic de consommation et de faire sauter le réseau, les mineurs s'effacent. Le mineur éteint sa machine pendant quelques heures ou pendant un jour et il la rallume après. Les mineurs font des contrats comme ça où ils disent on accepte d'éteindre notre machine, je ne sais pas, cumuler une semaine par exemple sur toute l'année à la demande du producteur. Et ils peuvent s'exécuter à la seconde quasiment. Le producteur d'énergie envoie un truc en disant là, il y a une trop forte demande, il faut couper la machine de suite. Le mineur éteint la machine. C'est radicalement différent de comment le fonctionnent les grilles électriques aujourd'hui, où c'est très compliqué de démarrer des centrales, de bouger la production et de bouger la consommation. C'est extrêmement compliqué. Avec les mineurs, les mineurs de Bitcoin, on peut faire ça assez facilement. Voilà, donc pour ça, pour répondre un peu à ta question, Florence, c'est OK, cette histoire, c'est très beau, etc. Mais où on en est? On est clairement sur la bonne voie. Ça, c'est donc comme je disais, c'est très compliqué de mesurer la part énergétique de chaque source d'énergie dans le minage de Bitcoin à l'instant T. Certains mineurs, en tout cas, je sais pas, j'ai pas en tête quelle proportion de tous les mineurs participent à ça, mais certains mineurs ont monté le Bitcoin Mining Council, qui est une sorte d'association de mineurs, et les mineurs, sur la base du volontariat, publient là d'où ils achètent leur énergie. Et on voit que le Bitcoin Mining Council, il s'était créé fin 2020 ou tout début 2021. On était à moins de 40% d'énergie renouvelable. Ça, c'est la part d'énergie renouvelable dans l'énergie mix du Bitcoin mining. Un peu moins de 40%. Et en 2021, il y a eu vraiment un gros boom. On a dépassé les 50%. Et là, je vais que les chiffres jusqu'à fin 2021. Ils n'ont pas encore sorti les chiffres de ce début d'année. Mais voilà, on se rapproche des 60%. Donc, on est déjà dans cette dynamique-là. Et il y a clairement des mineurs aujourd'hui qui installent des facilités de minage de Bitcoin uniquement basées sur l'énergie verte. Ça, c'est actuel. Voilà. Donc, on n'est pas encore à 100%. Et ça, c'est uniquement sur ceux qui ont contribué. Il y a des rumeurs comme quoi, par exemple, récemment, il y a certains mineurs qui seraient retournés en Chine. Mais un peu underground, en fait, sans le dire forcément aux autorités. Donc, voilà, ça c'est pas un mouvement qui va se faire overnight, ça va pas prendre non plus un mois. Mais voilà, mon intuition, c'est vraiment que si on pousse le curseur un petit peu plus loin et si on simplifie un peu le monde en disant que le Bitcoin ralentit sa croissance, etc., on devrait normalement augmenter ce mix énergétique pour aller vers plus d'énergie renouvelable. En tout cas, peut-être qu'on n'ira pas vers plus d'énergie renouvelable, mais le contraire ne ferait aucun sens. C'est extrêmement peu probable qu'on ait de plus en plus d'énergie fossile. Peut-être parce qu'il y a des contraintes physiques, etc., et que certaines personnes, en faisant brûler du charbon, arrivent à le faire pas cher. Il y a peut-être une partie des mineurs qui continueront malgré tout de miner avec de l'énergie fossile. Mais en tout cas, là, je suis plus sur des dynamiques un peu de long terme. On n'ira pas vers plus d'émissions de carbone. On ira vers moins, pareil, ou moins, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai fini mon petit speech sur la consommation de Bitcoin. Si vous voulez, je vous parle juste, j'ai quelques slides sur la finance décentralisée en général, duquel Bitcoin en fait est la brique fondamentale. Et après, on pourra répondre peut-être à toutes les questions Oui, à alors la fois. effectivement, ça serait intéressant parce que il y a quand même une question, c'est à quoi sert Bitcoin en ce moment? On a l'impression que les applications dans le monde économique sont relativement réduites. On a ce sentiment. On a le sentiment que c'est essentiellement tourné vers de la spéculation, c'est-à-dire que ça tourne dans le vide. Et tout ce que tu nous dis est tout à fait
compréhensible, mais en même temps, si on en croit par exemple Shwefati qui dit que quand on arrivera au nombre de bitcoins et que ça pourra être un instrument monétaire, en fait, que ça aura une stabilité suffisante, ben, ce sera plus intéressant, ça n'aura plus d'intérêt. Donc là on est un peu déstabilisé sur quel est le rôle du Bitcoin, à quoi ça sert. Si c'est un instrument de spéculation, pourquoi faire tous ces efforts? Et donc, comment ça peut s'insérer vraiment dans le monde réel? Avec une petite question d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas que Bitcoin, donc les autres crypto-monnaies, les autres crypto-actifs plus exactement, n'ont pas exactement le même protocole et la même sécurité, le même magnifique équilibre des pouvoirs que Bitcoin. Ça, c'est une chose, j'aimerais bien que tu nous dises un mot. Et, donc, effectivement, la finance décentralisée, et là, on va rejoindre la question qui a été posée tout à l'heure par Corinne, ou je ne sais plus son prénom, qui était, bah oui, mais alors si on part sur ces protocoles-là qui sont établis dans un certain monde de puissance informatique et de type de chiffrement, et que tout ça, ça évolue parce que l'informatique devient quantique, qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'on aura les chiffrements adaptés? Donc, tu vois, il y a à la fois la question de l'utilité économique du Bitcoin, et également, en supposant qu'il y en a une, et en s'appuyant sur cette utilité, est-ce que c'est bien raisonnable de le développer compte tenu des risques technologiques qu'on vient d'évoquer? Mais je suis sûre que tu as des réponses. Plein de réponses. Ouais, ben en fait, voilà, je vais dérouler un peu les slides et je vais essayer les slides qui me restent, et je vais essayer de répondre à ces questions qui sont très intéressantes. Mais peut-être d'abord, parce qu'en fait, non, je vais commencer les slides et je répondrai à ces questions un peu au fur et à mesure. Donc, dans ce monde décentralisé, en fait, il y a un parallèle que je trouve assez intéressant. Moi, je n'ai pas cité le nom non plus là, mais c'est Andreas Antonopoulos qui a parlé, je pense, le premier de ce concept-là. Les gens, au début, quand le Bitcoin a été créé, les gens ont dit « Ah, super, c'est une monnaie pour Internet. C'est une monnaie qu'on va pouvoir utiliser sur Internet pour faire ses achats, plutôt que de mettre son numéro de carte bleue et que le numéro de carte bleue parte sur le réseau. On va pouvoir utiliser le Bitcoin. » Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas money for the Internet, mais c'est plutôt the Internet of money. C'est plutôt, on a décentralisé et on a ouvert, on a créé un réseau pour pouvoir utiliser, en fait, un réseau qui permet d'utiliser de la valeur. Alors, money, le terme ici, il est, en anglais, je sais jamais entre money et currency, mais en tout cas, en français, est-ce que le Bitcoin est une monnaie ou pas? C'est encore un autre débat. Mais en tout cas, on parle de valeur ici. Donc, on a créé un monde, un réseau pour pouvoir s'échanger de la valeur avec certaines caractéristiques, en l'occurrence décentralisation, résistance à la censure, tout ce genre de choses. Mais c'est pas, voilà, c'est pas, il faut pas le voir comme la monnaie d'Internet, mais plutôt comme ce qu'a fait Internet à l'information. Bitcoin, et je dis Bitcoin un peu volontairement, parce que c'était le premier, pas que, mais en tout cas, les blockchains vont le faire à la valeur. Okay, et donc là, je vais essayer de vous dire dans quelques slides que on est vraiment sur cet ordre de changement-là. Voilà, c'est pas juste un outil de spéculation qui permet à certains de gagner de l'argent. Alors oui, il y a un transfert de richesse, oui, il y a beaucoup de spéculation qui viennent du fait qu'on parle de valeur. Mais de la même façon qu'il y a eu un énorme transfert de richesse à la création d'Internet, pendant la bulle Internet, bon, j'allais dire, peut-être vous en rappelez,
mais il y avait énormément de spéculation. Il y a des boîtes qui se sont achetées à des prix complètement délirants. Et tout s'est cassé la gueule quand les gens se sont dit, mais en fait, ça vaut pas aussi cher. Maintenant, ça a repris. Bon, ça, chacun l'analyse à sa façon, mais en tout cas, la spéculation est inhérente un peu à des forts changements technologiques comme ça. Mais voilà, bon, j'ai l'occasion d'en reparler, mais moi, je suis vraiment persuadé que c'est pas juste un outil de spéculation et on parle d'un vrai changement de paradigme qui va pas forcément pousser et bousculer le système actuel. Ça, j'en vais en dire un mot aussi, mais en tout cas, qui est là pour durer. Voilà. Donc, si on fait le parallèle juste que je trouve intéressant entre Internet et la finance décentralisée ou le monde décentralisé. Sur Internet, la matière brute, la matière fondamentale, c'est la data. La data, c'est duplicable à l'infini. Okay, moi, si j'ai un PDF là sur mon ordinateur et que je vous l'envoie, ben, je l'ai toujours sur mon ordinateur et vous aussi, vous l'avez maintenant. Je peux même le dupliquer sur mon ordinateur. Donc, tout est dupliqué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec Internet, la data peut être échangée de façon globale, sans intermédiaire. Okay, sans intermédiaire, et je précise ici, c'est vrai à bas niveau, okay, au niveau du protocole TCP/IP, au niveau de l'envoi de paquets, au niveau vraiment des briques d'Internet fondamentales, il n'y a pas l'intermédiaire, au sens où il y a des serveurs et des routeurs, mais ils ne sont pas là pour jouer le rôle d'intermédiaire. Maintenant, on a construit au-dessus d'Internet une surcouche qui est Google, Instagram, Facebook, tout ça. Et cette surcouche-là est centralisée. Mais à la base, on peut utiliser Internet. Alors, c'est très compliqué, c'est réservé seulement aux initiés, mais on peut utiliser Internet de façon complètement décentralisée. Voilà. Mais maintenant, si on envoie un message sur Facebook, beaucoup de gens sont au courant, y compris Facebook. Et en l'occurrence, Facebook peut le supprimer, il la censure, etc. Enfin, ça, après, c'est encore tout un autre sujet. Je ne vais pas non plus ouvrir la boîte de Pandore, mais il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais est-ce qu'on ne risque pas exactement la même chose avec les banques Ouais. centrales qui feraient la surcouche de l'autre côté? Alors, je pense pas que ce soit les banques centrales qui le fassent, tu vois, parce que si c'était les banques centrales, ce serait un peu trop dénaturé, je pense. Enfin, quoique, je sais pas. Les banques centrales, ça ne sera pas forcément leur rôle de faire ça. Mais par exemple, je sais pas, tu vois, les fintech, tous les Robinhood, Revolut, Lydia, ce genre de choses, pourraient très bien rajouter une surcouche au-dessus de la blockchain. Et eux, derrière, en interne et en cachet, en arrière-plan, pourraient utiliser par exemple des blockchains. Mais les gens, au final, les utilisateurs, auraient simplement leur application Lydia ou d'ailleurs une autre application qui utiliserait en fait la blockchain, mais sans même que l'utilisateur le sache, quoi. Ce qui se passe un peu au niveau d'Internet, hein. Quand on envoie un mail, on n'a pas idée du nombre de protocoles qui sont utilisés pour les communications interserveurs, qui sont extrêmement compliqués. On envoie simplement un mail, on l'écrit, on fait envoyer, c'est terminé. Donc, c'est possible. Quand tu fais ce parallèle, ce que je veux dire, c'est que les banques, elles sont mortes, enfin, elles sont considérablement affaiblies dans ton schéma, et elles se défendent. Et les banques centrales en premier, et le pouvoir politique est lié à ça, alors que personne ne jouait ce rôle du côté des données, ou alors je comprends. Non, en fait, pour moi, du côté des données, tu l'avais un peu, mais ça se voyait beaucoup moins. Mais c'était des choses comme, je sais pas, la Poste, par exemple, dans l'absolu, ou les médias, les journaux, par exemple. On pourrait faire le parallèle entre la presse papier et Facebook, par exemple, tu vois. Mais au final, ce qu'on voit, c'est que maintenant, la presse papier est sur Facebook. Oui, mais La presse de papier l'autre utilise. côté, tu as le système monétaire. D'un côté, tu C'est avais sûr. effectivement des acteurs, mais du côté de la finance décentralisée, tu as le système monétaire avec, c'est-à-dire que ceux-là même que le protocole Bitcoin voulait concurrencer avec en 2007-2008, là, comme étant des incapables, et ils ne vont pas se laisser faire, ces gens-là. Complètement, complètement. Alors ça, c'est un risque. En fait, ça va être un combat.
c'est pas forcément le bon champ lexical, mais comme tu dis, les banques, le système va essayer de se défendre. Maintenant, le problème qu'il y aura, je pense, c'est que les banques, et on le voit aujourd'hui, sans même parler de blockchain, c'est-à-dire les banques ont du mal à innover. Des startups de quelques dizaines de salariés arrivent à lever énormément d'argent et à concurrencer les banques sur pas mal de leur secteur d'activité. Et on ne parle même pas des banques centrales qui ne sont pas du tout structurées pour pouvoir innover, en tout cas à la même vitesse qu'une équipe de développeurs qui travaillent sur le protocole Bitcoin ou sur un autre protocole. Tu vois. Donc, il y aura clairement des frictions à cet endroit-là. Il y aura aussi, bien sûr, des frictions réglementaires. C'est-à-dire que peut-être que ce sera tout simplement interdit à un moment. Peut-être que les États diront, enfin en tout cas essaieront de le faire. Peut-être que les États diront ça suffit. Maintenant, là, c'est terminé votre truc. On ne peut plus entendre parler. C'est interdit d'en avoir, c'est interdit d'en dépenser, c'est interdit d'en transférer, etc. S'ils font ça, se posera la question de l'applicabilité, parce que c'est vraiment pas facile de savoir qui a des bitcoins aujourd'hui en France, et pour une très bonne raison. Enfin, je veux dire, par le design même de la blockchain. Dans la blockchain, il n'y a pas la notion de frontière, il n'y a pas la notion d'État. Donc, c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question. C'est pour ça que je ne pense pas que la blockchain va être là. Le parallèle avec Internet, je pense que va s'arrêter à l'endroit qui est de dire que la blockchain et le monde décentralisé prendra une part importante dans le système économique, mais ne va pas remplacer. J'ai du mal à croire qu'il puisse remplacer complètement le système actuel, parce qu'en particulier, ça impliquerait beaucoup trop de changements structurels et même, comme tu disais, au niveau des fonctions régaliennes de l'État, des différents États, etc. Donc, je ne pense pas que ça le remplace complètement. Maintenant, il y a quand même des vraies valeurs, des vraies innovations, en particulier l'absence de centralisation, la résistance à la censure, le fait que ce soit ouvert à tout le monde, tout ce genre de choses ont une certaine valeur, en tout cas pour certaines personnes. Clairement, nous, en, Europe, en Europe occidentale, en Amérique du Nord, on n'est clairement pas les premiers affectés par ça, parce qu'on a un système de carte bancaire qui marche à peu près, on a à peu près tous un compte en banque, on a des banques qui marchent globalement bien, enfin en tout cas à peu près, en dehors des périodes de crise, mais on oublie vite les crises, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème au niveau économique dans le tissu économique. Par contre, il y a des milliards de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire, qui n'ont pas accès au système financier. Donc, par le biais de la blockchain, ça va vraiment leur donner un poids, en tout cas une vraie alternative pour eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, je ne vais pas trop en parler, mais il y a des protocoles qui permettent de faire du pré-emprunt collatéralisé sur blockchain, comme ça. Et donc, ça veut dire que quelqu'un avec un accès à Internet par satellite au fin fond de l'Afrique peut rentrer sur une opération de pré-emprunt collatéralisé pour financer un truc ou pour gérer ses liquidités ou ce genre de choses. Donc ça, pour moi, c'est le vrai plus, on va dire, ce que ça apporte vraiment en plus. Donc, je suis pas sûr que chez nous, ça remplace complètement. Après, il y a la question du Bitcoin en soi, tu vois, le prix du Bitcoin. Est-ce que c'est la spéculation, pas la spéculation, etc. Ça, c'est très compliqué, mais en tout cas, en termes d'idées et de changement de paradigme, il y a des vraies choses. Mais voilà, les banques centrales, et d'ailleurs, les mouvements sur les banques centrales, ce qui se passe au niveau des crypto-monnaies de banque centrale ou dans des monnaies digitales de banque centrale, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il y a des pays qui travaillent sur émettre leur euro digital ou aux États-Unis le dollar digital, etc. Et il y a d'autres pays, d'autres banques centrales qui disent, comme au Salvador ou dans d'autres pays beaucoup plus petits, qui disent bah, nous, on accepte le Bitcoin et on achète du Bitcoin. Donc, on voit bien ici que il y a ils n'ont pas les mêmes objectifs tous,
Et c'est sûr que l'Europe, les États-Unis vont essayer de protéger leur monnaie parce que c'est signe de leur pouvoir. Mais dans les endroits du monde, comme au Salvador, ils ont rendu le Bitcoin comme monnaie officielle. Mais l'autre monnaie officielle, avant le Bitcoin, c'est le dollar américain. Ils n'ont pas leur propre monnaie. Donc, eux, ils ne perdent rien, que ce soit une monnaie qui soit le dollar américain ou le Bitcoin. Dans tous les cas, ils n'ont pas le contrôle dessus. Donc, il y a vraiment, au niveau politique et géopolitique des nations, il y a vraiment des intérêts qui sont divergents. C'est clair que c'est pas demain que la Fed aux États-Unis va acheter du Bitcoin. Mais voilà, d'autres pays pourraient le faire. Et si suffisamment de pays le font, peut-être que la Fed ne le fera jamais. Peut-être que le monde on va dire, développé, voilà, l'Europe, les États-Unis, etc., la Chine, ne le feront jamais. Mais ça n'empêche que ça existera et ça sera utilisé par une certaine partie de la population mondiale. D'accord, oui, c'est un argument qui est souvent mis en avant, cette différence d'accès à la banque, etc. Il C'est y a ça. Et deux ça, c'est populations. sans, Ouais. c'est sans Merci. parler, même, il y a des gens, évidemment, et j'en connais quelques-uns, même en France ou en Europe, qui ne veulent plus utiliser le système bancaire. Parce que pour des raisons idéologiques ou autres, etc. Donc, ça, c'est clairement pas la majorité des gens ici, mais voilà, en tout cas, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de voir ce qui va se passer. Ce qui est important de voir et pour pouvoir appréhender tout ce qui se passe, c'est voilà, se concentrer sur la technologie, sur ce que c'est, ce que ça apporte concrètement, les vraies incitations qui sont derrière. Et ensuite, à partir de là, on peut commencer à réfléchir sur qui a intérêt à ce que ça marche, qui n'a pas intérêt à ce que ça marche, qui va le favoriser, qui ne va pas le favoriser, etc. Mais conceptuellement, c'est tout à fait fascinant. Mais Ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est peut-être, je regarde, voilà, c'est peut-être les deux derniers slides. Je sais pas jusqu'à combien de temps on a, mais juste ces deux petits derniers slides pour boucler comme ça, j'aurais dit tout ce oui, que j'avais à on dire. va regarder les deux. Oui, oui. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'appelle, je ne dois pas être le seul à l'appeler comme ça, mais ce que j'appelle le blockchain stack. C'est qu'en fait, tout l'écosystème blockchain, il faut le voir comme un empilement de couches. Ok, on a au plus bas niveau, c'est la couche de consensus. Ok, ne vous fiez pas à la taille là ici, la largeur des couleurs là, mais en tout cas, c'est à la base de tout. Et dans le consensus, il y a le Bitcoin, donc tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais il y en a aussi d'autres comme Ethereum, il y a d'autres plateformes comme ça de consensus qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais en tout cas, il y a le consensus. Au-dessus du consensus, on peut créer des actifs. Les actifs, ça va être sur Bitcoin, il y a que le Bitcoin, de par sa construction. Sur Ethereum, on peut créer tout un tas d'actifs. On peut créer des tokens, on peut créer des NFT. Ah, ça, c'est des termes que tout le monde a entendu, je pense, maintenant. C'est des choses qui se créent au sein de la couche active du blockchain stack. Et la couche active est basée sur la couche de consensus. Ensuite, on va avoir la couche application. La couche application, là, on a les fonctions financières. Les fonctions, par exemple, de prêt-emprunt, DEX et échange décentralisé, tout ce genre de choses. Ça, c'est plutôt au niveau de la couche application qui sont un peu compliquées à utiliser. C'est-à-dire que les protocoles sont là, ça marche pour faire du prêt-emprunt collatéralisé, mais c'est pas forcément évident, il faut un peu connaître. Et ensuite, là, aujourd'hui, on est vraiment en train de développer la couche intégration. La couche application et la couche application Asset et Consensus sont déjà développés. Consensus, c'était donc au début. Asset, c'était, je dirais, 2017, 2018, 2019. 2020, 2021, c'était la couche application. Maintenant, on est plutôt au niveau de la couche intégration. Ça veut dire que on crée des interfaces web pour la blockchain. Donc, ça veut dire que on va avoir un site web sur lequel on va pouvoir avoir des boutons, on va pouvoir faire envoyer, etc. Et le site web et les trucs d'intégration utiliseront en arrière-plan les protocoles de la couche application qui utiliseront eux-mêmes les actifs de la couche actif
qui, au final du final, tout sera inscrit sur la blockchain. Et s'il y a un étage qui casse ici, tous les trucs supérieurs cassent. Par exemple, s'il y a un problème au niveau de la couche application, la couche intégration ne marche plus. Mais par contre, la couche actif et la couche blockchain, consensus, marchent parfaitement. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment utile de se représenter l'écosystème, on va dire, comme ça. Et peut-être pour finir, donc c'est juste mon slide sur l'assurance décentralisée. Voilà, si vous êtes sûrement mieux calé que moi sur ces questions-là, mais par exemple, c'est très intéressant de voir que les fintech marchent beaucoup mieux, en tout cas ont pris beaucoup plus de poids que les insurtech. L'innovation dans le monde de l'assurance n'est pas aussi dynamique que dans le monde de la finance. Très simplement pour de très bonnes raisons et on pourra en discuter. Donc, à voir si, de la même façon, les protocoles décentralisés de finance sont extrêmement développés. Il y a des initiatives maintenant de protocoles décentralisés d'assurance qui existent. Voilà. Après, ils ne sont pas très développés pour l'instant. À savoir est-ce qu'ils marcheront ou est-ce qu'ils ne marcheront pas, c'est notre question. Mais par exemple, il y a donc tous les types d'assurance financière, en particulier produits dérivés, futures options, ça existe sur des blockchains. Ensuite, il y a des assurances pour les récoltes, pour les retards sur les vols, pour les événements climatiques comme les ouragans. Il y a même des boîtes, enfin, des protocoles qui assurent contre la perte de crypto. Voilà. Donc, il y a vraiment des trucs qui existent comme ça. Et le schéma, en gros, tous, sauf peut-être les financial insurance, tous marchent à peu près comme ça. Il y a des utilisateurs qui payent un premium à un smart contract. Donc, un smart contract, c'est un bout de code qui tourne sur la blockchain. Ça n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient vraiment à la blockchain. Et si on envoie de l'argent au smart contract, le smart contract lui-même possède la logique qui est open source et visible par tous pour allouer l'argent qu'il a en fonction d'un certain nombre de contraintes et de conditions. Donc, tout le monde paye un premium au smart contract. Le smart contract calcule les premiums avec un modèle de risque, par exemple. Et ensuite, il va y avoir un oracle. On a besoin d'un oracle parce qu'un oracle, c'est un petit outil, on va dire, qui prévient la blockchain qu'il y a eu un événement dans le monde physique, dans le monde réel. S'il y a un ouragan, on a besoin je sais pas, de Météo France, par exemple, si c'est en France, Météo France qui atteste que, voilà, oui, il y a eu un ouragan à tel endroit. On a besoin de cette attestation, on va dire. Cette attestation vient d'un oracle. L'oracle active le smart contract et directement, le montant de l'assurance est payé. Par exemple, là, c'était que l'utilisateur 1 qui était exposé à ce risque-là. Il est payé direct. Et tout ça se fait de façon complètement décentralisée dans le sens où personne n'a son mot à dire. Personne ne peut bloquer le paiement ici, la flèche verte. Du moment où l'oracle publie la donnée et active l'exécution du smart contract, la flèche verte est automatique. Donc, voilà, c'est le genre d'initiative qui existe. Voilà, je vous dis ça plus parce que peut-être que ça vous intéresse, mais voilà, c'est pas extrêmement développé encore, mais ça existe et peut-être que ça se développera. Ça correspond à certains besoins très précis. Ça passe par enfin, le blockchain faisait rêver en assurance paramétrique. On se disait ça va être formidable. On assure quelque chose de précis et avec des indicateurs, etc. Et puis, une fois que l'indicateur se déclenche, c'est tout simple, pouf, c'est comme les retards d'avion. Bon, les retards d'avion, AXA a arrêté son assurance. Pourquoi ça ne se développe pas en assurance? Parce que précisément, les gens ont besoin, les entreprises ont besoin d'être couverts contre un risque aléatoire. Par définition, on ne peut pas définir exactement ce qui va arriver. On veut se prémunir de ce qui risque de nous tomber dessus dans un domaine précis, mais on ne peut pas
définir de façon précise. Alors, il y a quelques cas, la grêle, des trucs météo. Bon, à ce moment-là, on a de l'assurance paramétrique, on peut sortir de l'assurance paramétrique, mais pour le reste, l'assurance est quelque chose qui couvre de façon beaucoup plus floue. Ouais. D'où d'ailleurs tous les problèmes de contentieux, etc. Mais il ne faut pas croire que l'assurance paramétrique, si tu veux, je t'enverrai un article d'un chercheur qui a travaillé sur un pays d'Afrique, eh bien, en micro-assurance paramétrique, et il y a de la négociation. Ils font les agriculteurs là font des groupes d'action qui n'ont rien de juridique, mais qui existent, qui font pression et ils négocient. Donc, ce n'est pas automatique. Donc, c'est une possibilité que ça évolue comme ça, mais c'est possible puisqu'on est dans un monde de plus en plus robotisé, mais c'est de perdre cette dimension liée à l'humain, à l'incertain au besoin d'être couvert contre une incertitude. Là, on n'est pas couvert contre. Ça tombe souvent à côté, ce genre d'assurance. Parce qu'on s'est couvert contre le vent qui passait à telle vitesse. Oui, bah là, il n'est pas passé tout à fait à la même vitesse, mais il était plus bas, plus haut, j'en sais rien. Et ça a produit des effets totalement différents. Et donc, on était assuré, mais on n'est pas couvert. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est une définition beaucoup plus algorithmique Oui, des clauses, tout ça. c'est très compliqué, très compliqué. Alors, je ne parle pas du droit et de la définition de l'assurance, ça, j'en parle pas. Mais alors, on avait plusieurs. Tu n'as pas fini, tu as encore un slide. Parce qu'il y a ça serait bien de répondre là. Ouais, j'ai terminé. C'est mes slides de conclusion, mais on peut. Enfin, Ouais. je pense que j'ai dit ce qui Alors, était clair. il y avait plusieurs questions je pense que tu vas pouvoir répondre rapidement. Là, tu as répondu. Alors, le quantique, tiens, dis-nous quand même un mot du quantique. Oui, le quantique. Donc, en fait, c'est effectivement très, très important. Le truc, c'est que un problème existerait s'il y avait un choc technologique, que ce soit quantique ou autre d'ailleurs, hein, qui soit non anticipé. Okay. Si demain, il y a quelqu'un en fin fond de son garage qui développe un nouvel ordinateur qui peut calculer les trucs beaucoup plus rapidement, etc., ou faire des opérations que les autres ordinateurs n'arrivent pas à faire, à ce moment-là, là, c'est un vrai problème. Mais c'est un vrai problème pour Internet et pour les banques et pour tout le monde. C'est-à-dire que si demain, on avait un choc technologique comme ça, je dirais que la viabilité du protocole Bitcoin deviendrait vraiment le dernier de nos problèmes. Et le truc, c'est que comment donc, ça c'est si c'est un choc non anticipé, le choc quantique est anticipé parce qu'on voit les ordinateurs se développer depuis même dizaines d'années, je pense, ou un peu plus. Il y a des espoirs, on dit peut-être qu'on pourra faire ça avec un quantique, peut-être qu'on pourra faire ça, etc. Il y a beaucoup de développement en ce moment. Il y a aussi beaucoup de développement de gens qui font du quantum resistant cryptographie, par exemple. Et donc, ces trucs-là existent. Il y a très peu de chances pour qu'il y ait vraiment un leap et que d'un coup l'ordinateur quantique devienne beaucoup plus puissant et qu'on n'ait pas eu le temps de faire les trucs qui soient crypto-résistants, qui soient quantum résistants. Donc, dans la mesure où on arrive à faire les trucs quantum résistants, on pourrait imaginer d'updater, par exemple, les trucs critiques qui dépendraient de ça sur la blockchain Bitcoin, sans trop de problèmes. On a des problèmes pour updater les paramètres et les algorithmes sur Bitcoin quand il n'y a pas vraiment de raison ou quand ça profite plus à un qu'à l'autre. Là, c'est quelque chose, si demain il y a un risque avéré de break au niveau d'ordinateur quantique, tout le monde, tout l'écosystème entier, toutes les parties prenantes de la blockchain Bitcoin, comme de toutes les autres d'ailleurs, et aussi de Internet, etc., tout le monde passera sur un truc qui sera résistant au niveau quantique. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop un problème, enfin, voire pas du tout un problème, tant qu'on le voit venir et tant qu'on voit le développement venir.
Puis on a confiance dans les matheux du chiffrement qui sont des as. Il y a un concours d'ailleurs, je crois en ce moment, enfin, ça ne s'appelle pas un concours, ça s'appelle je ne sais plus quoi, mais au niveau international. Il me semble qu'il y en a un en ce moment. Ouais, c'est pas impossible. Alors, on a une autre question. L'halving a-t-il un impact sur la consommation totale des mineurs, momentanée ou plus durable? Oui, alors en fait, le halving, donc c'est le fait que le nombre de Bitcoin est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc, ça a un impact clair, en fait, hein, qui est que à prix du Bitcoin constant, à cause du halving, le revenu des mineurs est divisé par 2 tous les 4 ans. Donc, on peut voir ça aussi de façon différente, qui est que le revenu des mineurs est constant si le prix du Bitcoin double tous les 4 ans. Voilà, donc ça, c'est juste en fait, on rescale le truc. Donc en fait, tout ce que j'ai dit sur la stabilité du prix du Bitcoin, en fait, c'est sur la stabilité du revenu des mineurs, évidemment. Donc c'est en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a la stabilité donc, du revenu des mineurs par le prix du Bitcoin. Il faudrait que le prix du Bitcoin double pour compenser tous les 4 ans, pour compenser la division par 2 du nombre de Bitcoin créés. Mais aussi, ça peut être compensé si les frais de transaction augmentent. Et il y a un bon espoir, enfin, en tout cas, c'est fortement désirable que les frais de transaction augmentent sur le long terme. Ça ne veut pas dire que les transactions seraient plus chères à faire, hein. Ça veut juste dire qu'on grouperait plus de transactions à la fois. Il y a plein de tas d'innovations là aussi, parce qu'on veut des frais de transaction élevés, parce qu'à un moment, il n'y aura plus de Bitcoin nouvellement créés. Et donc là, pour que les mineurs continuent de miner, les mineurs ne gagneront de l'argent uniquement par les coûts de transaction. Mais à ce moment-là, ça va être autour de l'année 2136, je crois, ou 37. Donc, on a le temps de voir venir. Et de deux, si la blockchain Bitcoin est encore là en 2135, il y a de fortes chances qu'elle soit extrêmement utilisée et que du coup, on ait trouvé des trucs et que les mineurs continuent de gagner de l'argent grâce aux transactions. Alors, les plateformes d'échange ne jouent-elles pas le rôle de surcouche? C'est une bonne question. Pas vraiment, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens utilisent les plateformes d'échange pour faire du trading. Et les traders qui font vraiment purement spéculation, quoi, je les mets un peu à part parce eux, ils sont là vraiment pour spéculer. Les gens n'utilisent pas Coinbase ou d'autres, ou Binance pour payer, par exemple. Donc, on n'est pas à la surcouche de paiement. C'est clairement une surcouche en termes de, au niveau du trading, quoi, vraiment, mais pas au niveau du paiement. C'est-à-dire qu'on peut acheter des bitcoins sur Coinbase ou sur Binance et ensuite on peut les utiliser et payer un truc avec sans demander son avis à Coinbase ou Binance. Alors, une question, même en utilisant de l'énergie verte, le mining fait monter les prix de l'énergie et évince donc d'autres usages qui ne sont pas forcément moins légitimes du point de vue de l'utilité sociale. Ouais, alors ça c'est une bonne question. Le truc c'est que, comme je disais en fait, dans l'histoire que j'ai racontée, tout dépend des surplus. Ok, et en fait, c'est pas entièrement vrai de dire que le Bitcoin mining augmente le prix de l'énergie parce que, par exemple, aucun mineur de Bitcoin ne s'installera jamais à Paris. Si maintenant il y avait pour une raison X ou Y des mineurs qui s'installaient à Paris, ça ferait augmenter le prix de l'énergie. Mais le prix de l'énergie à Paris est déjà beaucoup plus cher que le prix de l'énergie. Enfin, peut-être que non, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'en France c'est fixe, mais le prix de l'énergie à Paris va être beaucoup plus faible qu'au fin fond de la Pologne, par exemple. Donc, les mineurs vont se mettre à l'endroit où l'énergie n'est pas chère. L'énergie est pas chère à l'endroit où il y a peu de demande. Donc, ça permet de réconcilier un peu la chose, quoi. Donc, les mineurs ne prennent pas l'énergie de gens qui en ont besoin pour allumer la lumière chez eux, quoi, si c'est la question. Alors, le Bitcoin fait 0,5% environ de la consommation. Quid de la consommation des autres crypto-monnaies? Elles ne font pas grand-chose à côté, je pense. Exactement, c'est ça. Bitcoin est quasiment la totalité. Alors, une question qui dit, mais finalement, est-ce que ce sont les mineurs qui s'enrichissent ou pas plutôt les commerçants qui font les crypto-exchanges?
C'est une bonne question. Je pense que chacun veut sa part du gâteau. Ils n'ont pas le même gâteau parce que les mineurs, eux, gagnent de l'argent quand le prix augmente. Les exchanges gagnent de l'argent quand le volume augmente. En général, c'est assez lié. Ça veut dire que avec plus d'adoption, il y a plus de volume, etc. Mais je dirais qu'ils ont chacun leur gâteau. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. C'est probable que les mineurs gagnent moins d'argent que les crypto exchanges. Mais les crypto exchanges, c'est pas la même chose à mettre en place. Il faut faire du marketing, il faut avoir des dizaines d'employés, etc. Un mineur, Mais on alors, achète une machine, on la branche. ça veut dire que dans ce monde merveilleux de Bitcoin, enfin, on aurait les mêmes défauts que dans le monde réel ancien, où les vendeurs de pelles gagnent plus que les chercheurs d'or. Complètement. Complètement. Oh, Ça, c'est. alors, c'est pas la peine de Ouais. changer tout pour retomber dans les mêmes travers. Et ça, Alors, c'est vrai que c'est. Ouais, enfin, en plus, même pour d'autres travers, pour les problèmes, parce que je vois que c'est pour ça que je viens à la dernière question là, sur les ouais, stablecoins. vas-y. Euh, le, donc, il y a un stablecoin, bon, sans vous connaissez l'histoire, sinon je ne vais pas trop raconter là, mais un stablecoin, c'est un token dont la valeur est collatéralisée par du dollar en général. Alors, un stablecoin euro, je crois qu'il y en a un, mais c'est plutôt les stablecoins dollars. Et donc, voilà, le taux de change est garanti. On dit que 1 UST, en l'occurrence, ça s'appelle UST, serait tout le temps égal à 1 dollar. Et j'ai juste la question, comment se comportent ces contrats depuis la protection, faire faillite. Ah, ok. Donc, c'était plus une question sur l'assurance décentralisée. Euh, donc, juste déjà par rapport à ce que tu disais, Florence, à l'instant, pour la petite histoire, les stablecoins, pour ceux qui sont familiers avec ça, c'est exactement la même chose que des money market mutual funds. Et on sait ce que ça a donné dans la crise de 2008. Les gens oublient qu'en fait, en achetant une part de money market mutual fund ou un stablecoin, ils n'achètent pas 1 dollar. Ils achètent quelque chose qui est censé être très proche de 1 dollar. Mais le jour où cette chose-là, le collatéral qui était censé être très proche d'un dollar, n'est plus égal à 1 dollar, bah là, on se dit, ah mince, moi je pensais avoir 1 dollar, et en fait, j'ai pas 1 dollar. Donc, ça entraîne tout un truc. Et donc, on est effectivement en train de recréer tous les mêmes problèmes qu'on avait fait déjà avec la finance classique. Et probablement, on trouvera les mêmes solutions d'ailleurs. Peut-être même qu'on aura d'autres problèmes en plus. En tout cas, c'est assez intéressant au niveau de Ah ouais. Non, mais de c'est la amusant. mémoire humaine. Oui, oui, c'est amusant parce que finalement, il y a plein d'humains là-dedans. On appelle ça le stablecoin alors qu'ils n'ont rien de stable. Ouais, Mais écoute, je crois qu'on a épuisé les questions. C'était ouais. absolument passionnant. Ça correspond vraiment à l'attente que l'on avait de regarder ce modèle économique. Je pense que tu n'as pas fini. Tu auras sûrement plein d'autres choses à nous raconter sur l'évolution de tes recherches. Ouais. Il ne nous reste plus qu'à te remercier vivement. Je rappelle que les slides seront, et la visio seront sur le site. Merci infiniment, Louis, et puis Merci continue bien Florence pour à travailler l'invitation. sur ce sujet Ouais. avec cet angle qui a été assez peu travaillé maintenant par les chercheurs quand même finalement. Hein. Il y a assez peu de chercheurs qui s'étaient intéressés au modèle économique et à son équilibre. En tout cas, merci infiniment. Complètement. Bonne Merci beaucoup. soirée. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.